bonjour. Nous avons comme invité un philosophe qui s'est mis à feuilletoniser, imaginez-vous. Au XIXe siècle, on avait inventé, c'était Émile de Girardin, le feuilleton empoignant pour la presse. C'est là que devaient s'illustrer Alexandre Dumas ou Eugène Sue. Eh bien, au XXIe siècle, notre philosophe, Alain Deneau, a inventé le feuilleton théorique. Mediapart vous en a déjà parlé, mon confrère Romaric Gaudin l'a interviewé. Il vient aujourd'hui, Alain Deneau, pour le troisième volet de ce feuilleton qui en comptera 6. Le premier, c'était l'économie de la nature, le deuxième, l'économie de la foi, le troisième, celui-ci donc, l'économie esthétique. Ce sera suivi de l'économie psychique, de l'économie conceptuelle et de l'économie politique. Vous aurez compris que l'économie générale d'un tel feuilleton, c'est précisément l'économie, et nous n'en ferons pas l'économie. L'économie, nous n'allons pas revenir sur l'étymologie, parce que vous en parlez assez souvent depuis le début, mais ce feuilleton théorique suit une sorte de manifeste, c'est même un manifeste. Et le manifeste, on peut le lire au début de chaque ouvrage. Je voudrais juste en résumer la philosophie pour paraphraser Clémenceau à propos de la guerre et des militaires. L'économie est une affaire trop importante pour la confier aux économistes. Et donc, le philosophe que vous êtes essaie d'arracher à l'économie ce vocable et tout ce qu'il recoupe. Et c'est là que je voudrais commencer, parce que quand on regarde les vieux dictionnaires, parce qu'en définitive, les lexicographes forment l'esprit public autant, sinon plus, que les lumières des philosophes. Mais les lexicographes sont toujours un petit peu en retard. Le mot économie, par exemple, ne figure pas du tout dans le dictionnaire de Furetière, 1690. Furetière, qui était en bisbille, il est mort en 88, 2 ans avant, mais qui était en bisbille avec l'Académie française, qui lui-même préparait son dictionnaire, dont la première édition, Princeps, c'est une sorte de fondation de la France, date de 1694, rien. Donc chez Furetière, vous avez écoleté, adjectif, terme d'orfèvre, suivi de écho, terme de blason, non masculin. Rien donc dans l'Académie française avant, je pense, une édition de 1762. Ça n'apparaît qu'en 1762. Économie, l'ordre, la règle qu'on apporte dans la conduite d'un ménage, dans la dépense d'une maison. Donc on est déjà dans l'économie, mais il faut attendre 1932, la 8e édition de l'Académie française du dictionnaire, pour que l'entrée économie soit épargne dans la dépense. Ça commence comme ça. Et le dictionnaire le plus intéressant, je ne vais pas vous le lire, c'est le Littré, qui doit dater des années 1870, et qui recoupe tout ce que les économistes ou la vision économisante fera disparaître au début du XIXe. Et là, nous avons, dans le Littré, une sorte de polysémie où l'on retrouve un mot qui miroite et qui, dans le domaine de l'art, désigne plus une sorte de processus, une manière de faire. On a l'impression à vous lire, mais peut-être vous caricaturez, vous allez à l'instant remettre les choses en place, on a l'impression que l'économie d'une œuvre, c'est un peu la façon de remplacer les muses. Parfois on dit une œuvre naît de l'inspiration. Non, une œuvre naît d'une espèce de processus de savoir-faire, et l'économie, en ce sens, est le mot qui conviendrait pour désigner le processus. Est-ce cela? Est-ce plus compliqué? Ça l'est forcément.
Oui, c'est un aspect fondamental. Mais en fait, je me suis trouvé contraint dans cette recherche qui est la mienne, dans la mesure où je m'oblige à suivre l'évolution du terme économie dans les disciplines où il est apparu, en théologie, dans les sciences de la nature, en esthétique, ainsi de suite. Et effectivement, les penseurs qui ont, disons, avec le plus d'insistance, traité de cette notion d'économie esthétique, ce sont les structuralistes. Gérard Genette, Roland Barthes, beaucoup. Dans une autre mesure, Jacques Derrida s'y est intéressé. Et ensuite, cette thématique a donné lieu, je dirais, à une appropriation un peu courante. On parle d'économie dans les arts, en ayant en tête l'approche structuraliste, mais sans nécessairement insister. Bon, mais déjà, on trouve la notion chez Diderot, le débat qui a pu entourer La princesse de Clèves faisait état aussi d'une économie du récit. Et en travaillant sur cette thèse mineure, mon travail consiste à deux registres. J'ai une thèse majeure où je m'intéresse à ce qu'il en est du concept d'économie dans une polémique avec des idéologues qui se sont appropriés le terme, et dans la modernité. Et ensuite, opuscule par opuscule, j'essaie de voir ce qu'il en est de ce mot, de ce qu'il suggère. Et ce qu'on peut voir, et j'ai l'impression qu'il y a un point tournant là chez quelqu'un comme André Gide, c'est comment on se met à parler d'économie plutôt que de muse ou d'inspiration à partir du moment où l'effet esthétique du récit et aussi l'autorité du langage commencent à faire défaut, où on se met à douter ou en quelque sorte à questionner le fonctionnement des instances sociales, intellectuelles, spirituelles, qui font autorité, qui sont censées en quelque sorte séduire l'esprit et le terrifier, s'imposer comme des médiations de forces supérieures, divines ou historiques, avec, dans l'idée de la grande histoire qui aurait son destin, quoi, ça marche, quoi. Et à partir du moment où devient friable la structure esthétique du pouvoir, quoi, ou du moment où elle n'opère plus, ou elle opère moins, on se met à réfléchir à son questionnement, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au théâtre des machines, quoi. On s'intéresse à la façon dont ça marche pour séduire les esprits. Et à donc, une sorte d'agencement. Oui, et on se dit, bon, on réfléchit aux pratiques, aux méthodes, aux techniques, aux façons qu'il y a de rendre efficace une œuvre, sitôt qu'on est capable au fond, en quelque sorte, de faire un pas de côté et d'en réfléchir en fonction. Mais c'est exactement ce que fera André Gide dans Les Faux Monnayeurs, où là, il s'intéresse, il ne le fait pas lui-même étrangement, il le paraphrase, mais il s'intéresse à un personnage qui écrit lui-même un roman qui s'intitule Les Faux Monnayeurs. C'est ça, Les Faux Monnayeurs datent de 1925, oui. Avant la crise de 29, mais c'est intéressant de ce point de vue-là parce qu'on sent qu'il l'avait peut-être flairé d'une certaine façon. Et ce livre est connu pour la mise en abîme, comme on appelait ça au siècle dernier la métaphysique de la vache qui rit. Vous savez, on aperçoit la vache qui rit, qui a dans l'oreille, la vache qui rit, la vache qui rit. Bon. D'ailleurs, on le trouve aussi beaucoup en peinture, cette mise en abîme, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, on a le roman dans le roman, ou plutôt le journal d'Édouard, le protagoniste principal, le journal d'Édouard à l'intérieur des Faux Monnayeurs. Mais ce qui est très intéressant, et vous le développez dans votre livre, c'est que ça a à voir avec une forme d'économie, c'est-à-dire que Gide trouvait que le roman était usé jusqu'à la corde, et il a voulu essayer de construire quelque chose, mais qui en même temps rendait compte de l'usure du roman et du langage. Donc il y avait même une mise en abîme à l'intérieur de ce qu'il faisait, et il voulait, en gros, essayer non pas de faire un crash test, mais de tester une langue par rapport à une sorte
de maître étalon langagier, vous parlez même d'étalon or, je crois, dans votre livre. Et ça, je trouve ça absolument passionnant, et j'aimerais que vous puissiez nous en donner quelques images. Ben, on est dans un roman qui est, à mon sens, une mise en abîme, au sens où la mise en abîme nous projette dans une infinité de plans intercalés, hein, dans une impasse, dans une crise, où là, c'est la fausse monnaie qui dit le vrai. Tout repose en termes métaphoriques dans Les Faux-monnayeurs sur une scène où Édouard a entre les mains une fausse pièce de monnaie dont on voit très bien, au fond, tous les artifices, et il la montre à des tiers qui sont assez indifférents face à la chose. Il dit, mais vous ne vous intéressez pas au vrai, parce que dans le faux de cette pièce, il y a le vrai de notre temps. Et le vrai de notre temps, c'est que la fausse monnaie triomphe de la bonne. L'oncle de Gide était économiste, avait écrit... Il y a la fameuse loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est ça, on est exactement dans ce type de préoccupation, mais quant au langage. Voilà, le faux nous abuse, c'est par des artifices, c'est par des constructions, c'est par une économie du discours qu'on en vient à dominer les esprits. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a d'une part, dans les premières années du siècle, André Gide qui écrit ce roman autour de la figure d'Édouard, et on a à la fin du siècle l'Américain William Gaddis qui écrit J.R., où il y a Edward, qui lui, en quelque sorte, se trouve est le protagoniste d'un roman qui assume la position de Gide plutôt que de seulement la paraphraser. C'est-à-dire que Gide paraphrase ou décrit un roman qu'on ne lit pas, et Gaddis l'écrit. Et qu'est-ce qu'on a? C'est un roman sans économie. C'est un roman où le discours ne mord vraiment plus, où le faux l'a emporté absolument, où on ne croit en rien, où toutes les petites phrases qui ricochent sur des centaines de pages d'une manière absolument incompréhensible, et Gaddis l'assume, on ne peut pas lire son roman, il est incompréhensible, où toutes ces phrases sont simplement là pour remplir du vide et pour en quelque sorte suppléer à une langue qui n'opère plus. Il n'y a plus d'économie. Et entre les deux, ce qu'on a, c'est au fond, je dirais, on peut y aller de deux grands moments, là, pour ne pas faire souci d'économie. Déjà, il y aurait les structuralistes qui s'intéressent effectivement à cette étude, Gérard Genette, sur la vraisemblance, sur l'idéologie, à l'étude, au fond, du fonctionnement des œuvres sur un mode assez, au fond, assez causal, où, au fond, l'économie du récit consiste à voir comment un littérateur, soit implicitement, soit explicitement, explicitement, ce serait Balzac, puis implicitement, ce serait les westerns, quoi, en viennent à susciter du naturel, en tablant sur des formes idéologiques. Quand vous voulez montrer un mafieux et en un instant être convaincant, bien évidemment, vous aurez quelqu'un qui a une voix grave, qui boit du whisky, qui a une cravate, qui est bon, et vous voulez qu'il y ait un meurtre, il faut s'organiser pour que dans l'enchaînement des péripéties, on en arrive à une scène où, par économie, il faudra bien en venir au meurtre, quoi. Le spectateur sera convaincu du caractère, en quelque sorte, nécessaire, ou en fait de la vraisemblance de l'enchaînement, pour qu'on en arrive à ce que le littérateur ou le cinématographe veut traiter d'entrée de jeu. Il écrit à rebours. Donc ça, on aura cette approche-là, et par après, on aura quelqu'un comme Jacques Rancière, quant à la littérature, ou Robert Bresson, quant au cinéma, qui utiliseront, eux, le mot économie de manière beaucoup plus déliée, où là, l'économie renverra une façon de suggérer des mondes qui produisent des effets sans que ce soit sur le mode, au fond, aussi causal qu'on le préconisait dans une codification de l'art qui relève plutôt des poétiques anciennes, quoi. Là, tout d'un coup, on a une constellation où dans un univers où il y a, d'une part, des soulèvements politiques, un mouvement de décléricalisation, une mise en crise du discours, une bourgeoisie qui émerge et qui bouleverse un petit peu les règles du jeu, il y a un ensemble de causes absolument impossibles à mesurer qui vont produire des
des scènes, qui vont produire des événements, qui vont soutenir des intrigues. Bon, il y aura cette économie-là. Et chez Guedes, on en vient au point où il n'y en a plus. Il n'y en a plus, quoi, où tout s'est tellement délié qu'on est devant un roman dont l'auteur lui dit nous-mêmes, il sera illisible. Traversez-le, parce que vous savez comment c'est fait, J.R. de Guedes, c'est une série de dialogues. C'est comme si on était au théâtre, mais on n'identifiait pas les personnages. Quoi, et qu'on est en ville, en fait. Donc, on a une série de citations, si vous voulez, parce que ce ne sont plus des dialogues nécessairement, on est à plusieurs, on a des répliques quoi, qui entrent dans une inflation. Et c'est parce que quelqu'un nous dit à un moment donné, au revoir, je vais prendre l'autobus, qu'on comprend que c'est lui qu'on suit. Et là, on est dans l'autobus et on entend tout ce qui peut se dire dans un autobus, y compris la radio, y compris le vendeur à la criée qu'on entend depuis l'extérieur. Bon, donc il y a cette espèce de composition complètement éclatée qui surgit. Et bon, je me suis intéressé à ce mouvement-là pour simplement un peu montrer comment l'économie pouvait agir là, dans cette sphère de l'esthétique, comme un principe de cohérence qui est ou non présent, quoi. Mais il y a des passerelles. L'ouvrage précédent, je le rappelle, c'était L'économie de la foi, toujours publié chez Lux. Et Gide est à la fois extrêmement moderne, puisqu'il annonce l'ère des fake news, comme on dit aujourd'hui, mais en souvenir des bobards de la Première Guerre mondiale, parce que ce livre se situe entre la Première Guerre mondiale et la crise de 29. Mais on retrouve presque aussi quelque chose lié, je pense, à Saint-Jean-Bouche d'Or, car la foi de Gide, élevée dans la foi protestante, était très, très importante. Donc, parfois, on a l'impression que les volumes peuvent se répondre ou se relier, la foi et l'esthétique. Et j'en veux pour preuve un autre exemple. Ce sont des petits livres, vous ne pouvez pas tout citer, mais j'étais étonné de ne pas trouver dans celui-ci quelque chose sur l'économie du regard, et en particulier les travaux de Marie-Josée Mondzin sur l'iconoclasme, etc., etc. C'est quelque chose qui vous inspire, ça J'ai abondamment cité Mondzin dans L'économie de la foi. J'ai une dette importante envers elle et Giorgio Agamben qui a un tout autre point de vue sur ces objets, mais tous les deux nous permettent d'accéder à des textes patristiques en respectant l'usage du mot économie, ce que les traducteurs ont gommé dans l'histoire. Et ces deux auteurs restituent un grand nombre de passages qui nous permettent de nous y retrouver quant à l'usage de ce mot, sa polysémie. Et effectivement, ce serait très long de revenir sur cette dynamique de l'économie de la foi qui renvoie d'une manière circulaire et en ayant en tête la notion du temps. C'est pas un circuit fermé ou un strict idéal type, mais on a là cette idée qu'une institution se réclame nécessairement d'un principe qu'il l'autorise, et ce faisant, il le médiatise, il l'écrit. Et c'est tout l'enjeu de la cause qui est évoqué là, c'est-à-dire la cause, c'est ce qui provoque, mais c'est ce pourquoi on agit. Bon, et donc l'économie de la foi relève de la cause, quoi, en ce sens. Et l'économie du regard, alors, parce qu'il y a l'économie du regard, il y a l'économie du visible, il y a l'économie de l'invisible, et j'aimerais qu'on puisse partir d'un tableau que vous citez brièvement, à partir un tableau de 1564 qu'on trouve à la National Gallery à Londres, l'Adoration des mages de Bruegel. Et vous vous fondez sur Daniel Arras, qui a commenté ce tableau, qui commet une petite erreur reprise absolument partout, c'est-à-dire que le roi mage noir, ce n'est pas Gaspard, c'est Balthazar. Mais bon, une petite erreur que corrige d'ailleurs dans un livre tout récent Nicole Lapierre, Faut-il se ressembler pour s'assembler, et qui commente le même tableau. C'est absolument passionnant. Mais sur non pas la façon de ne pas savoir peindre des enfants et n'en faire que des adultes en miniature, ça nous entraînerait trop loin, mais ce roman qu'on aperçoit à droite, dont on aperçoit juste le blanc des yeux, qu'est-ce qu'il évoque pour vous ? Je vais strictement m'en tenir à ce que dit Arras, qui est le
commentateur de cette œuvre que j'ai citée, puisque je traquais le mot économie dans mes lectures, je suis tombé sur cet usage quant à ce texte. On lui parle d'économie dans la mesure où, par un simple regard, on voit donc en Balthazar quelqu'un dont on sait qu'il a la foi. Parce que lui n'a pas à s'approcher, n'a pas à y aller de génuflexion pour en quelque sorte vérifier ou se convaincre qu'il est devant le Rédempteur, mais par son attitude, par ses quelques traits minimaux, on arrive par économie, par touche, par un regard, à comprendre qu'il comprend, et qu'il n'a pas besoin de faire preuve de toutes ces manières. Et il y aurait aussi le fait qu'il est le seul, avec Marie et Jésus, à ne pas être présenté sous une forme caricaturale. Il n'est pas dépeint selon un certain ridicule, si je peux me permettre ce mot qui est peut-être trop dur, mais par commodité. Il a une espèce de dignité oui. Et de force, je ne dirais pas tranquille, parce que ça ressemble à un slogan politique, mais c'est étonnant par rapport aux deux autres rois mages, l'un ferme les yeux, l'autre rampe presque. Enfin. Oui, et on a aussi derrière Joseph Bon, il y a toute une série de symboles qu'on peut décoder, et l'économie consiste ici à désigner cette façon comment, en peu de traits, on peut suggérer une situation. Et donc on dira là, comme dans d'autres œuvres, par exemple chez Robert Bresson, quand il y a meurtre, on n'a pas à montrer le meurtre, on se contente de montrer le protagoniste se laver les mains pour voir du sang passer par l'évier. Là, on comprend qu'il y a eu meurtre. Les mains chez Bresson, c'est passionnant. Vous vous souvenez de Pickpocket Oui. Où ça circule aussi. C'est une chorégraphie. De main en main, c'est inouï. Mais puisque nous en sommes au cinéma, et puisque vous passez votre vie en ce moment à répertorier les usages et à traquer les différentes acceptations de l'économie, que diriez-vous à propos d'Hitchcock et de certains de ses films, Les 39 marches, Les oiseaux, La mort aux trousses, en quoi ce volume consacré à l'économie esthétique a pu s'abreuver à cette source étonnante qu'est Hitchcock? Quand on parle de ces exemples, c'est un petit peu comme si on parlait des pixels en traitant d'une image. Ce sont des pixels pour soutenir une démarche plus large qui consiste à montrer comment la science économique, qui se présente comme étant, au fond, dépositaire en propre du vocabulaire économique, a emprunté aux autres disciplines ce qu'il en est de ces notions et de ces idéologèmes. Et ce qui est intéressant quand on le voit, quand on considère le travail d'André Gide sur l'autorité du langage qui chancelle, on comprend que désormais, pour être crédible, pour convaincre un auditoire, des spectateurs, des lecteurs du caractère vraisemblable d'une œuvre, de la pertinence de ce qu'on propose, le cadre de la vraisemblance désormais doit être élaboré par l'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne s'en remet plus à ce qui fait autorité, on doit à même l'œuvre déployer un monde qui, dans la convention, dans la série de conventions qu'était l'œuvre, va convaincre. Et Hitchcock va l'assumer. On est la scène fameuse dans le Royal Albert Hall où un coup de cymbale marquera le meurtre. Le spectateur est associé et co-constructeur de ce cadre. Oui, et en fait, l'œuvre, en quelque sorte, doit déployer par toutes sortes de procédés pédagogiques ou conventionnels ou conjoncturels, un cadre qui fera que dans celui-ci, tel élément parlera.
Et déjà, Genette en parle par rapport à Balzac. Oui. Où il dira, avant Genette, mais déjà on est dans cet ordre de problème. Ah, qu'est-ce que Balzac est lourd, parce que quand il parle des provinciaux, pour nous expliquer que ce dont il traite est pertinent, valable, vraisemblable, acceptable, il est obligé de pérorer sur la vie en province de façon, en quelque sorte, à justifier un enchaînement qui est strictement requis quant à l'écriture de son intrigue. Et pour Genette, c'est trop cher payé. C'est trop cher payé, c'est-à-dire que c'est trop d'inflation, c'est un coût trop grand pour le lecteur que de devoir se faire expliquer qu'en province, vous savez, ces gens, ils sont comme ça, ils ont besoin de ceci, ils croient en cela, et lorsque cela survient, forcément, il s'ensuit autre chose. Et donc, je me justifie dans mon enchaînement parce que je dois créer le cas de la vraisemblance. Mais Hitchcock n'est pas le Balzac du 7e art. Non, Hitchcock, effectivement, lui, aura le même discours, mais il l'assumera et il fera preuve d'économie. C'est-à-dire qu'il ne se sentira pas obligé d'expliquer que dans Les Oiseaux, justement, dans le fameux restaurant où tout d'un coup on commente cette invasion improbable, il y a une ornithologue, quel hasard, bon, qui va nous expliquer ce qu'il en est de la situation. Alors que chez Balzac, on se serait dit, ben, vous savez, cette dame, à chaque dimanche, elle allait dans ce village parce que, vous savez, là-bas, les ornithologues, ils ne restent pas chez eux. Non, il y aurait eu comme toute une espèce de justification, mais ce que dit surtout, ce que l'on est à même surtout de penser quand il s'agit de l'économie esthétique, c'est que là, l'œuvre génère un cadre qui rend crédible ce qu'elle propose. Et ce sera une aubaine, après coup, pour les idéologues du capital. Parce que là, on utilisera des recours, des procédés de l'économie esthétique pour rendre vraisemblable, enviable, crédible des sujets, des discours, des positions strictement sur un mode esthétique. Et ce que j'ai voulu montrer après coup, c'est que l'esthétique dans l'évolution du capital n'a rien de cosmétique. Ce n'est pas simplement une façon, après coup, d'enjoliver les choses pour les rendre plus agréables ou abordables, je veux dire, accessibles pour des gens qui n'y comprendraient rien si on évoquait au demeurant les choses dans la rigueur originale des propos. Non, l'esthétique est consubstantielle au capitalisme. C'est en recourant à ces formes développées par des littérateurs, des artistes, qu'on en vient à mettre en scène des figures, des discours, des propositions qui passeront pour vraisemblables, raisonnables, justes, souhaitables, quoi. Mais parce qu'il y a esthétique. Mais dans le récit esthétique, dans cette fiction, on placera l'esthétique comme étant en quelque sorte marginal. Donc c'est le théâtre dans le théâtre, quoi. C'est un théâtre qui nous montre le théâtre comme n'ayant pas d'importance alors qu'on regarde un théâtre, quoi. C'est ce qui est à l'œuvre. Et j'ai trouvé que le discours sur l'économie esthétique nous permettait justement de très bien penser ce qu'il en est de l'économie, l'économie au sens idéologique, au sens où les représentants des sciences de l'intendance se sont arrogés ce mot et en ont fait leur chose exclusive. C'était déjà une conclusion, mais il va y avoir une deuxième conclusion pour vous, spectateurs sur votre ordinateur ou votre téléphone portable, vous qui êtes dans la galaxie McLuhan. Je prends cette conclusion dans la galaxie Gutenberg, dans votre livre, Alain Deneau. Et on verra que le mortier remplace le pixel de tout à l'heure presque. Après s'être laissé formater par l'industrie culturelle, les procédés de l'art permettent de remédier à l'angoisse que suscite un tel désordre. Les techniques esthétiques finissent par faire tenir l'édifice imaginaire du capitalisme à la manière d'un mortier. Eh bien, merci beaucoup et à une prochaine fois pour la suite de ce feuilleton théorique. Vous serez interrogé sur l'économie psychique puisque Mediapart a décidé d'accompagner votre feuilleton théorique Alain Deneau. Merci.